Voilà, mais bonjour, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Un petit signe pour me dire que tout se passe bien, que je ne parle pas dans le vide. Merci Thomas, merci pour ton pouce. Tu peux aller te reposer en attendant la prochaine émission de La Chute, qui est prévue d'ailleurs pour demain, samedi à 20 heures heure française, 14 heures au Québec, et on aura un invité exceptionnel. On aura Jean-Marc Léger. euh, et, euh, et donc voilà, Jean-Marc Léger, qui est le directeur de l'Institut de sondage Léger au Canada, au Québec, qui a une connaissance extrêmement fine du système politique américain, de l'actualité politique américaine, et on va discuter ensemble des conséquences de ce qui s'est passé hier, donc la condamnation de Donald Trump à New York, reconnu coupable des 34 chefs d'inculpation qui pesaient contre lui. Heureux de vous retrouver. Donc, j'ai été très présent ces derniers jours sur YouTube, sur notre émission La Chute, que je vous invite à suivre. Les liens d'ailleurs sont disponibles sous ce tweet-là. Je vais vous poster ça tout de suite sous le tweet d'invitation dans mon bio, dans ma bio, etc., etc. On a été très présent. On a vécu ce moment fou et ce moment historique hier ensemble en direct. Il y a aussi, si vous avez raté ça ce matin à 8 heures, on a passé un récap de cette journée vraiment folle, cette journée spéciale où on a essayé de vous présenter les réactions, les vidéos. Et vous verrez, il y a des trucs à la fois assez sympas, assez étonnants, etc. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Et puis je me suis dit, bah, c'est un petit peu dommage de pas passer un petit peu de temps ici avec vous sur X et d'essayer de profiter dans le respect des options de pouvoir poser des questions et donner des réponses lorsque c'est possible, ou en tout cas entendre votre avis. Et puis, c'était une manière aussi, vous avez été très nombreux à venir rejoindre mon compte ces derniers jours. Et donc, c'était une manière de vous remercier, de vous souhaiter bienvenue à bord et de vous offrir quelque chose de plus que d'habitude. Donc, d'être là et un petit peu tenter de voir ce qui va arriver maintenant, hein. J'ai eu beaucoup de questions de qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut faire appel? Est-ce que c'est suspensif? Est-ce qu'il va aller en prison? Quelles sont les conséquences? Etc., etc. Donc, on va essayer de faire ça en gardant en tête que je n'ai pas de boule de cristal. De toute façon, je ne fais pas dans la voyance. J'essaye d'utiliser simplement des outils qui sont d'ailleurs disponibles à tout le monde, j'ai fait de faire du travail de recherche, aller vérifier la jurisprudence, aller vérifier les cas similaires, etc., etc., pour essayer de donner une analyse la plus juste possible et de se dire, voilà, il y a une probabilité que ceci se passe. Il y a des étapes qui sont complètement identifiées aussi. Donc la prochaine énorme étape de l'actualité judiciaire de Trump, il va y en avoir avant, il va y avoir évidemment avant, mais on ne sait pas quand, la décision de la Cour suprême sur sa demande d'impunité totale. C'est prévu avant la fin du mois de juin. Donc, il va y avoir ça à guetter. Mais sur la condamnation d'hier, la prochaine grosse étape est évidemment le 11 juillet. Le 11 juillet, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on vivra en direct sur notre émission sur YouTube, sur La Chute. On sera là. Donc, le 11 juillet, on va avoir le juge Merchant, qui va décider de la sentence de Donald Trump. Ça va être un moment assez énorme. Donc euh, voilà, mettez-le déjà dans vos têtes, sur vos agendas. Le 11 juillet, venez nous rejoindre en direct. Ça sera à 16 heures. À 16 heures heure de Paris, ça sera à 10 heures heure du Québec. Le 11 juillet, on va découvrir quelle est la sentence de Donald Trump, ancien président des États-Unis, candidat du Parti républicain,
premier ancien président des États-Unis, donc depuis 250 ans, donc premier président des États-Unis à être condamné au pénal. Je vais donner la parole tout de suite à Anto, et puis après on va commencer comme ça. On va avoir aussi après Stéphane qui va venir. Salut Anto. Ouais, ouais, très bien, ouais. Forcément. Tu dois commencer un peu fatigué, donc on s'inquiète des fois. Non, 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 le moteur, c'est la passion. Et tant qu'on est passionné par ce Ah, qu'on fait, et tant qu'on a une communauté qui en plus est à la hauteur de la communauté que j'ai le privilège d'avoir, il n'y a pas de problème. Et vas-y, on parce t'écoute. que j'en rigole, mais j'ai l'impression de passer mes jours et mes nuits avec toi et que c'est que du bonheur, donc je tenais à le dire. Je vais Voilà, en parler avec ma femme. Mais vas-y, je t'écoute. voilà. Et si elle nous en veut, on peut comprendre. Non, mais je préfère en rigoler. Non, mais j'ai posé une question dans le chat qui est peut-être bête, mais j'ai deux questions juridiques, je dirais presque. Est-ce que maintenant que c'est au niveau de l'État qu'il a été condamné, Trump, pour toutes les accusations qu'on a connues et qui viennent d'arriver à leur terme, est-ce que au niveau fédéral, la même chose pourrait arriver? Parce que finalement, s'il a fraudé dans l'État de New York, il a fraudé dans les autres 50 États. Et deuxièmement, est-ce que si la Cour suprême dit bah il est absous de tout, il est enfin il y a une absolution aussi de ce jugement qui vient d'arriver. Ok. Ok, bah de toute façon, c'est bien, tes questions sont parfaites parce qu'elles correspondent à beaucoup de questions qui m'ont été posées, qui ont été écrites sur X, donc je vais y aller. En plus, c'est parfait, je viens de voir que tu as eu le bon réflexe de couper ton microphone pour éviter le retour pendant que je vais essayer d'expliquer ça. C'est formidable. J'ai bien appris. Donc, sur le premier aspect, est-ce qu'il peut être poursuivi au niveau fédéral sur ce point-là? Il n'y a pas de poursuite au niveau fédéral actuellement sur ce dossier-là. Euh, il a failli en avoir plusieurs fois, ça ne s'est pas fait, donc c'est pour ça que ça s'est joué finalement du côté de l'État de New York. Est-ce qu'il en aura? Je pense qu'on arrive à un moment où il y a on appelle ça Statute of Limitation, où j'ai le nom qui j'ai le nom qui m'échappe, où on est dans la période où on ne peut plus les faits sont trop anciens pour pouvoir réouvrir un dossier dessus. Il y a d'autres dossiers au fédéral qui l'attendent, comme celui autour du 6 janvier à Washington et celui des documents secrets volés à la Maison-Blanche et qui ont été cachés, dissimulés, retrouvés, déplacés, déménagés à Mar-a-Lago. Donc ça, ce sont les deux dossiers au fédéral. Je ne pense pas que cette affaire-là va rebondir au niveau fédéral. Et par rapport à la décision de la Cour suprême, donc que l'on attend d'ici la fin du mois de juin, qui est en fait la seule ligne de défense de Trump, et qui est un succès d'ailleurs, il faut le dire, un succès de ses avocats, lorsque il y a un an et demi, c'était évident qu'il y allait avoir toutes ces plaintes qui arrivaient et que les procès la plupart de ces procès se seraient déroulés avant l'élection. La stratégie de Trump a été de se dire, OK, comment on fait pour gagner du temps, pour éviter d'être jugé avant l'élection en espérant que, ça ne vienne pas perturber la campagne et ses chances de gagner, et que s'il gagnait après, il serait en mesure de faire annuler ces procédures fédérales en tant que nouveau président qui pourrait demander au département de la justice d'annuler tout ça. Et là, ces avocats ont eu un coup de génie, c'était de dire que la seule manière de retarder, au-delà des procédures habituelles, de retarder au maximum, c'est-à-dire le maximum étant d'aller jusqu'à la Cour suprême, il fallait trouver une nouvelle question constitutionnelle. La Cour suprême s'adresse qu'à des questions constitutionnelles, et donc il fallait trouver une nouvelle question constitutionnelle, et c'est là qu'ils sont arrivés
avec cette idée d'impunité totale pour un président. On le schématise souvent par l'idée qu'un président pourrait faire, par exemple, exécuter un opposant politique sans être poursuivi, parce qu'il a cette impunité totale. C'est complètement fou sur le papier, mais c'est un énorme avantage, c'est que la question n'a jamais été posée. Il n'y a pas de jurisprudence, et donc ça a permis comme ça à l'équipe de Donald Trump de multiplier, d'épuiser toutes les séries d'appels où évidemment ça a été rejeté à chaque fois au niveau des cours intermédiaires, cours de district, cours fédéral, etc., pour arriver jusqu'à la Cour suprême. Et donc on attend depuis maintenant plus de 100 jours que la Cour suprême donne son avis. On connaît les difficultés autour de la Cour suprême. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend les réactions des républicains, on a le sentiment qu'ils s'en cachent même plus en disant voilà, il faut que ce soit la Cour suprême qui s'en occupe parce que en gros, on la contrôle. C'est extrêmement gênant, c'est extrêmement gênant. Mais pour revenir à ta question, si la Cour suprême lui donne raison en termes d'impunité totale, ce que je ne vois absolument pas arriver, même si on peut s'attendre à tout, y compris au pire, avec cette Cour suprême actuelle. Si la Cour suprême, donc c'est un énorme si, lui donne l'impunité totale, c'est l'impunité totale lors de ses activités, lorsqu'il est président, pas ce qui s'est passé avant. Le cas d'hier, c'est justement tout ce que il a fait avant pour arriver à la Maison Blanche. Donc, même dans le cas d'une impunité totale telle qu'il la réclame aujourd'hui au niveau de la Cour suprême, cela ne couvrirait pas ce qui s'est passé avant. Les condamnations d'hier sont pour des actes qui se sont passés avant qu'il arrive à la Maison Blanche. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais, parfait, William. Bah, écoute, tant mieux. Ouais, oui, Et donc, on va espérer que ça tienne. ok. En tout cas, merci d'être passé. À très vite. Et Bah, je merci vais à toi, comme donner d'hab, hein. maintenant, ben, À très pas de vite. problème. À plus. Bye. Je vais donner la parole à Stéphano. Euh, c'est parti. Stéphano, c'est à vous. Toi, il faut cliquer sur l'icône du micro. Voilà, c'est Ah les. oui, voilà. Ça y est. Tu Très bien. m'entends? Ça Voilà. fonctionne, c'est parti. Oui, bonjour et bravo pour ton travail, c'est extraordinaire. Merci. Deux petites questions, s'il te plaît. Est-ce que le gag order continue après après la fin du verdict? Première question, parce que j'ai l'impression que Trump est en train d'insulter tout le monde encore. Et deuxième question, le 11 juillet, si par hasard le juge condamne Trump, il fera évidemment appel. Et est-ce que cet appel sera suspensif de la peine de prison? Merci. Ah, ok, merci beaucoup. Bah, c'est encore deux très bonnes questions parce qu'elles correspondent évidemment à toutes les questions qui animent les débats aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'y répondre. Je vais couper ton micro pendant que je parle pour éviter l'écho et après je te rendrai la parole. D'accord? Donc voilà, en fait, j'ai coupé le mien de micro. Bien joué, William. Je me suis trompé. Je Euh, coupe le mien, tu veux? vas-y, coupe le tien. Donc je repars. Donc je disais que ces questions étaient formidables parce que elles reprenaient ce qui étaient des questions qui ont été partagées un petit peu de partout et qui m'ont été posées. Donc la première sur le gag order qui est donc ce bâillon, qui est cette interdiction qui a été donnée à Trump, non pas de s'exprimer sur l'affaire, non pas d'attaquer le magistrat, attaquer le procureur, mais de limiter, ça limite ses attaques et il n'a pas le droit d'attaquer
la famille du juge et la famille des employés du tribunal, la famille du procureur, il n'a pas le droit de s'en prendre aux témoins ou au jury. Donc voilà, c'est pas une interdiction anticonstitutionnelle qu'il s'exprime. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est exprimé d'ailleurs tous les jours en expliquant qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer, ce qui est assez ambigu et qu'il vient de faire aujourd'hui une longue conférence de presse assez offensive. Donc ça c'est clair. Le gag order est toujours en place. Il n'a pas été encore levé par le juge. Et comme je l'ai écrit hier dans notre chat Telegram sur KissKissBangBang, parce qu'on posait la même question, c'est un service en fait que lui rend le juge parce que euh, ça va lui éviter justement dans ses propos publics d'ici le 11 juillet de trop déborder. Ses propos et ses attaques vont être des éléments de décision du juge le 11 juillet lorsqu'il va devoir déterminer la sentence contre Donald Trump. Et donc, c'est clair que à partir de ce moment-là, c'est plutôt son intérêt qu'il ait calmé qu'il ait calmé un petit peu sa rhétorique contre tout le monde. Parce que c'est un des points importants, hein. Le juge va devoir déterminer, par exemple, si Donald Trump a exprimé des regrets pour la faute commise, s'il a exprimé le fait qu'il ne commettrait plus ce genre d'acte, etc., ce qui n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, c'est clair que s'il y avait le gag order qui était levé, il serait sûrement parti sur des territoires très glissants, entre autres de s'attaquer au jury, et c'est quelque chose qui lui aurait été très défavorable le 11 juillet. Donc en maintenant le gag order, je pense que du coup Merchant lui rend un sacré service. Donc sur les appels, il peut y avoir plusieurs appels, il peut y avoir des appels sur la condamnation, des appels sur la sentence qu'il va recevoir. Ce ne sont pas des appels qui sont automatiquement suspensifs. Hein, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est conditionné, encore une fois, dans un premier temps, au juge. C'est-à-dire que c'est le juge, Merchant, lorsqu'il va prendre sa décision, et lorsqu'il va y avoir un appel, c'est lui qui va décider que si pendant cette période d'appel, Donald Trump, s'il est condamné à de la prison, peut que ça soit suspensif ou pas. On l'a vu dans différents cas, dont le nom m'échappe maintenant à cause de la fatigue, mais cet allié de Donald Trump qui est en prison actuellement pour avoir refusé de venir témoigner devant le Congrès lorsqu'il y avait le comité d'enquête sur le 6 janvier. Lorsqu'il a été condamné après avoir épuisé toutes les possibilités d'appel, euh, il a justement, il ne voulait pas aller en prison, donc il a demandé que cet appel soit suspensif. C'est monté jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a respecté la décision du juge en disant non, le juge a décidé que ce n'était pas suspensif et que donc vous irez en prison pendant cette durée-là. Donc non, ce n'est pas automatique. Ça va être évidemment quelque chose à suivre à partir du 11 juillet. Voilà, Stéphano, tu peux reprendre la parole. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Bah, comme d'habitude, tu as été parfaitement clair et tu as répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, William. Ben, je Merci. t'en prie, merci de ton soutien, merci, au revoir. On va donner maintenant la parole à Technique Spatiale, French Space. J'imagine que c'est pas ton prénom, mais ça marche pareil. Donc hop, voilà, c'est parti. C'est bon, voilà, ça marche. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok, je voulais juste savoir si ce précédent pourrait avoir un impact judiciaire sur ces autres affaires en cours, que ce soit à la fois sur
euh, la façon dont le juge peut aborder les charges qui sont retenues contre lui, contre les peines qui peuvent être prononcées, voire sur le calendrier des affaires en cours. Voilà, merci. Ok. C'est un vaste sujet, mais qui est extrêmement intéressant. Euh, Hier, j'ai discuté avec des collègues américains qui étaient au procès des avocats, des anciens avocats, des procureurs. Et il y avait cette idée que, évidemment, on ne pourra jamais prouver cette idée de se dire que cette décision de New York pourrait déjà avoir, je sais que c'est pas forcément la question, mais je vais y revenir, mais c'est juste pour montrer le genre d'impact qui est difficile à mesurer, mais pourrait avoir un impact sur le calendrier de la Cour suprême, par exemple, sur la question de cette impunité totale chez certains collègues américains, journalistes, anciens avocats, etc. On se dit que peut-être la Cour suprême attendait que cette décision soit prise avant de donner sa réponse, juste pour un petit peu éviter d'avoir toute la pression sur elle. Donc ça, c'est un effet. Après, il y a un impact réel où, par exemple, une condamnation ailleurs dans une affaire fédérale peut avoir un impact si Donald Trump, dans le 11 juillet, est condamné avec à une peine de prison, euh, mais qui est j'ai le terme anglais, j'ai que des termes anglais qui viennent dans la tête ce matin, une peine de prison, de la prison conditionnelle, par exemple. Cette peine-là peut être révisée après du fait qu'il est condamné ailleurs. Donc, imaginons que le 11 juillet, le juge Merchant lui donne une peine de prison de 3, 4, 5 ans de manière conditionnelle et que, entre-temps, il est condamné à Washington ou il est condamné à Palm Beach pour l'affaire des documents secrets, il y aura une révision de ces conditions de liberté conditionnelle en disant, ben voilà, il a fait quelque chose de hors la loi et donc ça nous oblige à revoir les conditions de sa conditionnelle. Donc ça a un véritable aspect. L'autre aspect, c'est lorsque le juge va devoir regarder le dossier de Donald Trump comme il le ferait avec n'importe quel autre condamné, pour établir la peine, il a plusieurs outils à sa disposition. Et il va aller, par exemple, vérifier la jurisprudence, voir combien de personnes sont condamnées et quelles sont les durées des condamnations ou quels sont le montant des amendes ou quels sont le style de condamnation lorsqu'on a eu exactement les mêmes styles de condamnation de Donald Trump, ce qui est des condamnations qui sont assez fréquentes. Je pense que j'avais fait cette recherche, j'en avais parlé dans la chute, il y avait eu plus de 9500 cas depuis 2015 à New York sur des fraudes comptables dans l'intention de cacher un autre crime. Donc, on a vraiment de la donnée, de la data pour aller voir. Et donc, le magistrat, il peut aller voir. Il va se rendre compte que dans ces affaires-là, en gros, il y en a 10% qui débouchent sur des peines de prison. Par exemple, il va se rendre compte que ces peines de prison, en moyenne, par chef d'inculpation, sont de 1 an et demi. Donc, il va utiliser ça, mais surtout, il va aller regarder le dossier judiciaire de Donald Trump et c'est là que les autres peines rentrent en ligne de compte parce que il va voir que du coup, oui, il y a des condamnations au civil et il n'y a pas eu encore de condamnation au pénal, mais, euh, mais la réalité, c'est que lorsque l'on
regarde le reste du dossier, il va se rendre compte que Donald Trump est inculpé dans d'autres affaires et qu'il a environ 80 chefs d'inculpation, moins maintenant parce qu'il y a ces 34 qui viennent de se jouer, donc j'ai pas fait le compte exact, mais on va dire qu'il y a une cinquantaine d'autres chefs d'inculpation. Donc ça veut dire que Donald Trump a un dossier judiciaire. Et dans sa décision, lorsqu'il va essayer d'écarter le politique pour rester uniquement dans le judiciaire, il va devoir tenir compte de tout ça. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'était très clair, merci beaucoup. Je vais en profiter donc, je pense comme tous les autres, à vous féliciter pour votre travail. Et puis je pense aussi qu'on sort d'une période un petit peu de marathon pour vous et pour tout le monde, et ça sera intéressant de revenir sur les aspects un petit peu plus politiques dorénavant, notamment avec le face-à-face qui arrive au mois de juin, et puis aussi pouvoir reparler un petit peu plus des autres affaires, notamment tout un nouveau jour, que ce soit en Géorgie, où c'est quand même une affaire très importante, ou ce qui se passe du côté du juge Cannon et tout le reste. En tout cas, merci beaucoup, ce sera un plaisir de continuer à vous supporter et à vous écouter. Merci beaucoup. Merci, oui, donc c'est clair que là, l'attention était sur le procès, mais la chute, lorsqu'on a relancé l'émission en octobre dernier, on avait cette vocation, ce but de devenir un rendez-vous francophone, le rendez-vous francophone incontournable sur l'actualité judiciaire, mais aussi celle de la campagne. Donc maintenant qu'on est passé quasiment à travers ce procès-là, c'est certain qu'on va se reconcentrer sur la campagne. On va lancer très prochainement un récap 3 fois par semaine d'un journal de campagne, si vous voulez, pour traiter Trump, mais pas que Trump, traiter du coup Biden, les candidats indépendants, pour parler aussi des autres élections. Hein. Il y a les élections très importantes qui vont se jouer au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants. Vous faire vivre à la manière la chute en décryptage cette campagne électorale. Évidemment, rendez-vous, c'est bien de le rappeler, merci, rendez-vous extrêmement important le 27 juin avec le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, du moins s'il a lieu, parce que pour l'instant, il est annoncé, mais aucun des deux camps ne se sont mis d'accord sur les conditions de ce débat-là. Et donc, évidemment, c'est quelque chose que l'on va non seulement suivre, mais qu'on va vous faire vivre en direct et en français, avant, pendant, après. Et aussi, on va continuer à suivre et effectivement les autres affaires avec les conséquences de la future décision de la Cour suprême. Mais là, on est parti pour 6 mois, en gros, jusqu'au 20 janvier, jusqu'au 20 janvier 2025, avec l'intention de vous faire vivre cette campagne électorale comme on ne vous la fait pas vivre ailleurs. Et donc, d'ailleurs, je vous invite du coup à vous, si ce n'est pas encore le cas, à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est complètement gratuit et de venir regarder nos émissions quand c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on va continuer à fond. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Diabolo. C'est parti. Alors, on me dit aussi, pendant que Diabolo se connecte, on me dit aussi que la qualité du son n'est pas très extraordinaire, surtout par rapport à YouTube. Malheureusement, je n'y peux rien. Je ne suis pas, je ne peux rien y faire sur la qualité des échanges de Space. Des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Dans tous les cas, c'est pour ça que cette émission d'ailleurs est enregistrée et sera postée sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu l'écouter en direct et qu'ils souhaitent l'écouter en différé, parce que c'est encore plus compliqué le space en différé, et donc dans des meilleures conditions. Mais voilà, soit il y avait deux options, soit je ne faisais rien, ou soit je venais vous parler avec le bagage technique lié à cette application qui a des avantages mais beaucoup d'inconvénients. Voilà, petite parenthèse, Diabolo, c'est à toi de t'exprimer. Merci, William. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'énorme travail que tu as fourni et que tu vas encore fournir.
Ma Ouais. question sera simple, j'espère qu'elle n'a pas déjà été posée. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre le 12 juillet en termes de condamnation? Ok. Non, non, on l'a effleuré, mais on ne l'a pas abordé. Alors c'est une question là aussi qui est large. Et déjà, la première chose que je veux dire, et c'est pas une manière de dire voilà, je vais systématiquement dans le sens contraire de ce qu'on peut vous dire dans les médias. Actuellement, j'ai un petit peu vu ce qui se disait aux États-Unis, mais aussi dans les médias francophones par rapport à ces options de peine. Et je pense que, peut-être c'est moi qui aurais tort, mais je pense que euh, les experts de plateau utilisent la mauvaise grille de lecture par rapport à cette peine. Ils font une analyse politique d'une décision judiciaire. Le procès nous a prouvé que c'était un acte judiciaire où Donald Trump a été traité comme n'importe quel autre citoyen. Le juge s'est vraiment appliqué à ça parce que de toute façon, sinon, ça aurait pu lancer des appels. Et la condamnation de Donald Trump hier, au bout de ce processus judiciaire qui euh, n'a pas commencé avec le procès, il faut bien comprendre qu'il y a eu toutes les étapes, le grand jury avant, toutes les demandes et les auditions avant procès démontrent que on a placé cette affaire-là dans le cadre judiciaire. Et donc, je pense que l'erreur est de se dire, bah, tiens, le sentencing qui est prévu le 11 juillet, on va le placer sur une grille politique en se disant, non, mais il peut pas condamner Donald Trump à de la prison parce qu'il y a une campagne électorale, etc., etc. Je crois que la priorité de Merchant est d'abord, et ce qui est normal, est d'abord d'appliquer la loi. Certes, il est face à un candidat à l'élection présidentielle, donc c'est un condamné particulier, mais comme il a dit plusieurs fois dans le procès, il s'adresse à lui comme en tant que Monsieur Trump. C'est pas président Trump, c'est pas candidat Trump. Donc, à partir de là, c'est quelque chose à garder en tête dans notre réflexion sur quel est le style de sanction qu'il peut appliquer à Donald Trump. Donc, il y a différentes sanctions possibles. La loi prévoit une possibilité d'amende par charge. Donc, il faut multiplier en théorie par 34, 5 000, jusqu'à 5 000 dollars d'amende euh, par, euh, par, euh, par charge retenue contre lui, donc les 34, et jusqu'à 4 ans de prison par charge là aussi. Mais le minimum, donc le maximum c'est 4 ans, le minimum est de 0, c'est-à-dire que le juge n'est pas obligé d'envoyer Donald Trump en prison. Il va mesurer les facteurs par rapport à des tas d'éléments et dont le fait qu'il a été il a été reconnu coupable des 34 charges. On aurait pu avoir, euh, par exemple, hier un verdict où il aurait été reconnu coupable de 10, 15, 12, là, non, c'est les 34, c'est tout. Donc, il va utiliser ça. Donc, ça veut dire que le juge Merchant a un arsenal divers pour sanctionner Donald Trump. Ça peut passer par l'amende, ça peut passer par des peines de prison, y compris des peines de prison fermes. Ça peut être des peines de prison avec une liberté conditionnelle et conditionné par exemple avec des limitations de déplacement, avec l'obligation de venir rencontrer son officier, son responsable de la liberté conditionnelle, j'ai pas le terme français, je suis désolé, une fois par semaine pour voir il respecte bien ses conditions. Ça peut être une peine où il est assigné à domicile sans l'autorisation de se déplacer, vérifier avec un bracelet électronique installé au niveau de la cheville. Ça peut être aussi, il y a très souvent ce cas-là à New York pour les crimes en col blanc, où on laisse le condamné en liberté toute la semaine, mais il va passer ses week-ends en prison.
Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Et il y a également la possibilité que cela soit des peines de travaux d'intérêt public. Et donc, on imagine, ça serait intéressant de voir que le juge Merchant, par exemple, condamne Donald Trump à faire 150 heures de service comme volontaire bénévole dans une association pour protéger les femmes victimes d'abus sexuels, par exemple. Il peut y avoir cette dimension-là. Et ce qui est fou, c'est parce que non, pas fou, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément une peine qui élimine les autres. Il peut faire une espèce de mélange en disant que il est condamné à 6 mois de prison ferme, 2 ans de prison conditionnelle et à X heures de service à l'intérêt de la communauté. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça va être intéressant à suivre lundi, dis-moi lundi, non, le 11 janvier, je me trompe, le 11 janvier, le 11 juillet, c'est la fatigue, le 11 juillet, voir donc quelle va être cette sentence-là. Avant le 11 juillet, il y a des rendez-vous extrêmement intéressants. C'est aussi une question dont j'anticipe que tu n'as pas posée, mais que l'on est venu me poser en disant ah, pourquoi ça prend autant de temps. Déjà, la date, il faut savoir que la date de la sentence est à la discrétion du juge. En moyenne, au niveau fédéral, c'est 3 mois. Ça peut être plus rapide. Il aurait pu prendre une décision immédiatement après. C'est souvent le cas lorsque on se retrouve avec quelqu'un qui est qui crée un danger à la communauté, ce qui n'est pas le cas. Mais surtout, ce délai existe pour remplir des étapes de ce qu'on appelle du pre-sentencing aux États-Unis. Donc des étapes pour préparer la peine de prison. Préparer la peine de prison, ça veut dire quoi? Même si Trump ne va pas en prison, il est obligé de passer par ces étapes-là, comme n'importe quel autre condamné. Ça veut dire que vers la fin du mois de juin, il va avoir un rendez-vous à New York avec le bureau qui est en charge de l'exécution des peines à New York pour rencontrer un ou une psychologue pour établir dans quel état de santé mentale Donald Trump se trouve euh, pour après utiliser ces éléments-là pour, par exemple, dire non, c'est trop dangereux qu'il aille en prison, il est suicidaire, etc., etc. Donc Trump doit passer toutes ces étapes, visite médicale, etc., etc., avant le 11 juillet, pour que lorsque le 11 juillet, le merchant prenne une décision, cette décision soit appliquée immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce délai. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Eh ben, un grand merci pour cette réponse extrêmement longue. Et puis, Ouais. je ne sais pas si là, tu vas avoir l'occasion de te reposer un peu, mais si tu peux te reposer un peu après ce grand marathon. Un grand merci et puis une bonne soirée à tous ceux que je connais aussi ici. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, le repos est prévu pour quelques jours, pas tout de suite, parce que comme je vous le disais, donc demain, on aura une chute consacrée justement on va essayer de partir sur le côté politique, sur les effets de cette condamnation, et c'est pour ça que je serai accompagné de Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, le directeur de l'Institut de sondage Léger au Canada, euh, qui travaille très souvent pour des médias américains pour mesurer l'opinion américaine sur des questions politiques. Ces sondages sont considérés parmi les meilleurs sur le marché. Au-delà de ça, il a une connaissance et une passion de la politique américaine qui est extrêmement intéressante. C'est quelqu'un qui va depuis des années aux conventions démocrates et aux conventions républicaines, ce qui lui permet ce qui lui permet par exemple de discuter avec les responsables des sondages des candidats. Donc je ne parle pas d'instituts de sondage, mais les personnes qui font les sondages pour les candidats. Donc on aura cette discussion demain et après, oui, il y aura quelques jours de repos. Je vais donner la parole à 2LMK. C'est parti.
Oui, on t'entend. Vas-y, tu peux parler. Allô? Allô, allô? Ouais, ça marche, ça fonctionne. Ouais, c'est parce que mon haut-parleur s'est coupé en même temps. Bon, moi j'ai 3 questions. Bonjour William, bravo et j'ai beaucoup d'émotions hier à écouter cette victoire, hein, cette victoire. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que dans sa dernière conférence de presse, Trump a dit que Alvin Bragg avait demandé à hériter de ce procès? Première question. Deuxièmement, je voulais savoir si Eugene Carroll avait l'intention de nouveau porter plainte pour diffamation contre lui. Et troisième question, est-ce qu'il y avait moyen de porter plainte contre Mac Johnson, qui, je pense, a diffamé aussi la fille du juge Merchan? Voilà les 3 questions. Ok, ma 3 questions, encore une fois intéressantes. Ce qui est pratique, c'est que ce sont effectivement des questions qui sont arrivées un petit peu de partout. Sur Alvin Bragg, donc je vais couper ton micro pendant que je parle pour éviter Ouais, l'écho et donc après voilà, après tu auras la parole à nouveau. Ben voilà, ben c'est fait. Donc sur Alvin Bragg, évidemment, Donald Trump ne présente pas la procédure judiciaire comme elle s'est déroulée. Alvin Bragg a décidé, d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé au bureau, lorsqu'il a gagné les élections pour devenir DA, donc District Attorney, il y avait des enquêtes en cours et il n'y a pas donné suite tout de suite. Et on s'est dit, voilà, non, Alvin Bragg, il n'est pas intéressé par enquêter sur Donald Trump, c'est terrible, etc., etc. Alors en fait, il travaillait. Il faut bien comprendre que il y a eu une procédure qui a été suivie, qui a été appliquée sur Donald Trump, qui est la même procédure que pour n'importe quel autre citoyen, et que si cette procédure n'avait pas été appliquée, hein, lorsque Trump fait ses résumés en expliquant en gros qu'on est venu se payer sa tête, etc., etc. Si la procédure n'avait pas été appliquée à la virgule près, avec souvent encore plus d'attention pour les détails que d'habitude, pour éviter justement qu'il y ait un appel, il n'y aurait même pas eu de procès. Avant qu'on arrive à la phase procès, Donald Trump avait l'opportunité, multiples opportunités, de empêcher ce procès si justement il y avait un vice de forme quelque part. Donc, que ça soit de la part de Bragg ou du juge Merchant, tout a été fait dans dans la, dans l'accord le plus complet possible, le plus juste possible avec la procédure. Donc Bragg, qu'est-ce qu'il a fait? Bragg, une fois qu'il s'est emparé de ce dossier, une fois qu'il a été élu, et que il s'est rendu compte que le dossier, hein, il faut bien comprendre que ce n'est pas le témoignage de Stormy Daniels ou le témoignage de Michael Cohen qui a condamné Donald Trump. C'est le dossier, ce sont les éléments de preuve. Et donc, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait un dossier suffisamment fort, première étape de la procédure, il est parti devant un grand jury. La première condamnation de Trump dans ce procès-là, si vous voulez, symboliquement, c'est le grand jury. Ce sont encore une fois des citoyens de New York qui, exposés face aux faits, ont dit, OK, il faut l'inculper, il y a suffisamment de matière pour l'inculper. Donc ça a été la première étape, premier filtre qui a été fait. Et donc, si rien que dans cette procédure-là, il y avait eu ces abus décrits par Trump, serait été la fin du procès. C'est-à-dire que lorsqu'on serait l'inculpation aurait été rattachée à un magistrat, le juge Merchant, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a révisé les étapes avant. Et les avocats de Trump, l'unique chose qu'ils ont fait, justement, ça a été de réviser toutes ces étapes-là parce que la manière pour eux la plus simple de gagner le dossier était qu'il n'y ait pas de procès, d'éviter ce qui s'est passé justement hier. Et donc, il y a eu toute cette volonté de l'équipe de Trump de vérifier s'il y avait eu le moins de problèmes et donc de confirmer ce que Trump raconte dans ses meetings. Ils n'ont rien trouvé. Et puis après, il y a eu toute une autre procédure de préparation du procès où ils ont tout essayé pour faire justement
justement annuler ce procès-là. Et là, encore une fois, échec complet. Donc ça, c'est de la propagande Trump. Sur E. Jean Carroll, donc je rappelle pour nos auditeurs, E. Jean Carroll, elle a eu 2 victoires en civil et dans la première, il y a quasiment personne qui en a parlé et c'est bien dommageable. On en a parlé au niveau de sa deuxième victoire parce qu'il y avait un gros chiffre financier attaché derrière. E. Jean Carroll a réussi à faire condamner Donald Trump pour abus sexuels. Le juge en charge du dossier a requalifié cet abus sexuel comme viol. Pourquoi cette différence? C'est que le jury de ce procès civil devait appliquer la loi de l'État de New York et la loi de l'État de New York date elle est relativement ancienne et elle définit le viol comme étant uniquement une pénétration sexuelle. Alors que là, on parlait de pénétration digitale et donc le juge qui était en charge du dossier a requalifié en expliquant que c'était dans la réalité, si ce n'était pas pour les limites de la loi de New York, c'était un viol, que si ça avait été la même affaire au niveau fédéral, ça aurait été reconnu comme un viol, et si ça avait été la même affaire dans la plupart des autres États des États-Unis, y compris d'ailleurs des États rouges, des États républicains, ça aurait été reconnu comme un viol. Donc ça, c'est Jean Carroll. Et deuxième étape, elle a réussi ensuite à faire condamner Donald Trump pour diffamation, 83 millions de dollars, avec les intérêts 91 millions de dollars. Il y a un appel en cours. Et donc, récemment, il y a encore quelques jours, il a diffamé à nouveau et son avocate a laissé entendre de manière assez claire, est-ce que ça va être ensuite suivi ou pas, que elle songeait à poser une nouvelle plainte pour diffamation contre Donald Trump. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on va suivre. Et ensuite sur Mike Johnson, sur le côté diffamation, non en fait lui n'est pas soumis à aucun des élus et c'est pour ça que ça a été l'astuce pendant le procès. On a vu Donald Trump faisait venir tous les jours des élus du Parti républicain qui étaient habillés comme lui, hein, en uniforme Trump, c'est-à-dire chemise blanche, veste de costume bleu et cravate rouge, pour faire ce que lui n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire diffamer et attaquer les témoins, attaquer la famille du juge et attaquer le jury. Hein, c'est quelque chose qui se passait tous les jours sur les médias américains. Et donc, on a vu des responsables politiques venir le faire jour après jour. Dans ce qui était le plus choquant, Mike Johnson. Pourquoi choquant? Parce que Mike Johnson est le speaker de la Chambre des représentants et donc est la troisième personne au niveau de l'État américain, président des États-Unis, vice-présidente, speaker de la Chambre des représentants. Et on ne peut pas l'attaquer pour diffamation parce que il a le droit de dire un ce qu'il veut quelque part et deux il est protégé par une clause qui est ce droit de faire des recherches. Là, je simplifie parce que c'est très long, qui est un droit qui est celui de n'importe quel élu. Donc Johnson profitait de cette protection-là pour effectivement avoir menti et diffamé. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'était intéressant, j'espère que certains d'entre vous ici ont suivi nos récaps quotidiennes de ce que j'appelais l'épisode du jour. Pourquoi l'épisode? Parce qu'on ne s'intéressait pas que à ce qui se passait dans la salle d'audience, mais pendant 21 épisodes, on s'est aussi intéressé à vous raconter ce qui se passait avant, ce qui se passait après, les coulisses politiques, les coulisses stratégiques, raconter, vous montrer ce qui se passait sur les médias américains. C'est que il y a eu un véritable effort sans précédent. J'aurais aimé d'ailleurs que les médias francophones en parlent parce que pour moi, c'était un des aspects les plus intéressants pour avoir suivi avec beaucoup de minutie ce qui s'est passé en novembre 2020, en décembre 2020 et en janvier 2021, avec tous ces efforts de cette opération de désinformation qu'on a appelée de Big Lie, qui est une attaque contre le système électoral américain pour protéger Donald Trump, mais en général qui est une attaque contre le système électoral américain en disant ne faites plus confiance
ne faites plus confiance ne faites plus confiance au système électoral, aux urnes, tout ça est truqué. On a vécu la même chose pendant ces 5-6 semaines contre le système judiciaire. Évidemment, dans l'option de sauver le candidat Donald Trump, mais sauver le candidat Donald Trump, ça voulait dire décrédibiliser la chose judiciaire. Et il y a eu une opération pendant des semaines coordonnée avec la campagne Trump sur le terrain et avec une chambre d'écho extrêmement importante qui était Fox News, où on a vu des universitaires, des experts de plateau, où on a vu des hommes politiques venir mentir de manière éhontée sur des questions relativement simples qui très souvent étaient répondues en 2 secondes en termes de droit. Mais l'idée était vraiment de dire que Donald Trump était victime d'un procès politique qui, comme par hasard, se passait à quelques mois de ces élections. Pourquoi ça ne s'était pas passé 7 ans plus tôt? Déjà parce qu'il a été président et que pendant qu'il était à la présidence, ce n'était pas possible, et parce qu'ensuite, ses avocats ont tout fait pour retarder l'échéance au maximum en espérant que ce procès arrive après l'élection. Il y a eu, par exemple, à un moment, je racontais ça lors d'un de nos directs sur le procès, il y a eu cette preuve utilisée contre Donald Trump qui était tout simplement un tweet qu'il avait écrit en 2017 ou en 2018, je m'en souviens plus, je pense en 2018, où il reconnaissait qui était un des points extrêmement importants, que l'argent payé à Michael Cohen était un remboursement, alors que c'était présenté comme étant de l'argent versé, d'où fraude comptable, de l'argent versé comme un salaire. Ce tweet-là, ce tweet-là, pendant 2 ans, ses avocats, d'ailleurs en utilisant l'idée d'impunité totale, mais ses avocats ont tout fait pour qu'il ne soit pas versé au dossier. Et donc, pendant que il y a ces batailles qui ne fascinent personne et qui se passent dans l'ombre même si c'est public, des cours judiciaires, résultat, les audiences ne pouvaient pas commencer. Et donc, si ce procès a commencé si proche de l'élection, c'est parce que Donald Trump s'est opposé à cette procédure, a tout fait pour que ces procédures ne se passent pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ouais, formidable, formidable, bravo, merci beaucoup. Voilà, très bien, merci. Et puis, merci de ton soutien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes très nombreux à vouloir parler aujourd'hui. Je vous rappelle donc demain, la chute sur YouTube à 20h sur justement les conséquences politiques de cette condamnation. Je vous invite évidemment à venir vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Il y a plus de 200, il y a plus de 200 émissions. C'est une émission qui est née justement en 2020 lorsque en fait, j'ai commencé à beaucoup retweeter sur le sujet de l'élection américaine en 2020, un petit peu d'ailleurs avant l'élection, lorsque je me suis rendu compte que il y avait un petit décalage entre ce que moi je connaissais sur le territoire américain, ce que je vivais en tant que citoyen, mais aussi avec mon expérience de journaliste et ce qu'on vous racontait à la télévision française, entre autres, c'était vraiment mon départ, et puis après à la télévision québécoise. Et donc j'ai décidé d'abord d'être sur Twitter. Chaque jour, j'avais ce récap qui était en fait aussi une manière de vous rassurer en disant non, non, il n'y a pas de fraude électorale, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer, etc., etc. Et le 20 décembre 2020, on a lancé La Chute avec Thomas, qui est devenu donc le producteur, qui est mon fils, et qui est devenu le producteur et le réalisateur de cette émission. La Chute, au départ, était un podcast audio, décembre 2020, avant même le 6 janvier.
On a suivi les comités d'enquête sur le 6 janvier. On n'avait pas un rythme très régulier à l'époque. On faisait une émission lorsque c'était possible de faire une émission. Et puis en octobre dernier, on a décidé de venir ce rendez-vous incontournable francophone sur l'élection présidentielle et sur les procès de et autour de Donald Trump, parce qu'il y a aussi des procès qui vont se dérouler où il n'est pas là, mais qui le concernent directement, entre autres sur les faux grands électeurs, Nevada, Arizona, Michigan, etc., etc. Donc, sa tentative en 2020 d'un véritable coup d'État. Et donc, on a lancé cette émission. Je crois que depuis, on a plus de 200 émissions. En tout cas, tout ça est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, allez jeter un œil, allez voir si il y a des sujets qui vous intéressent. Et puis, si vous voulez nous soutenir, aller plus loin, il y a la chute.info. Donc, la chute à un seul mot, .info, pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, je vais donner la parole à Gérald. Oui, allô, bonjour William. Salut. Oui, je reviens vers toi par rapport à une question que je l'ai déjà posée il y a 2 mois, mais la situation a un peu évolué depuis. J'avais posé la question de savoir s'il n'y avait pas malgré tout un risque de guerre civile quand on voyait un petit peu comment certains magas réagissaient. Et puis je dois avouer que on a eu un peu l'impression que ça se calmait. C'est vrai que sur Twitter, tout ça, on voyait moins d'outrance, moins de choses comme ça, mais on a un peu eu l'impression que ces derniers jours, quand on a su qu'un verdict allait tomber, on a revu cette tension, on a revu des gens qui étaient décidés, et donc le danger, si Trump est maintenant déclaré coupable et doit faire de la prison, est-ce qu'on ne risque pas de voir ces allumés prendre les armes et devenir une menace interne? Parce que 100 000 personnes armées, c'est déjà c'est très dangereux, ça, c'est une révolution, on appelle ça ni plus ni moins. Et à ce titre-là, est-ce que la décision du juge Merchant d'avoir été mettre ça 4 jours avant la convention républicaine, c'est pas quelque chose de symbolique d'avoir prononcé le jugement 4 jours avant? Ouais, sur la décision le 11, effectivement. Merci beaucoup, Gérald. Je vais couper ton micro pendant que je parle pour éviter l'écho. Donc voilà. Sur la décision le 11, oui, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Donc le 11 juillet, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est 4 jours avant l'élection présidentielle. Je pense que la date de Merchant, je pense pas qu'elle a été choisie, pas l'élection présidentielle, avant la convention républicaine, donc c'est 4 jours avant la convention républicaine. Je pense que la date de Merchant n'a pas été choisie pour des raisons politiques. Elle a été choisie par rapport à des impératifs de calendrier et pour justement laisser à Donald Trump les opportunités de pouvoir partir sur plusieurs appels sans que ça soit trop collé. Si ça avait été plus tard, par exemple, plus tôt, c'était pas possible parce que je vous ai expliqué, il y a toute une procédure de pré-appel, il y a toute une procédure aussi de pré-sentencing avec ces visites que Trump doit effectuer pour préparer une éventuelle peine. C'était pas possible de le faire plus tôt. D'ailleurs, ça aurait été très très mal vécu si ça avait été plus tôt. On aurait dit, voilà, il veut vraiment envoyer Trump en prison, alors que là, il laisse encore une fois, pour respecter la procédure, le temps aux avocats de Trump de préparer ce qu'on appelle des motions, donc des requêtes pour essayer de retarder ce moment-là, des requêtes pour essayer de revenir sur cette condamnation. Donc, il leur laisse cette option-là. Et ensuite, s'il avait fait ça plus tard, on aurait été vraiment très proche de l'élection et on aurait dit que ça vient trop perturber l'élection. Donc je pense que ça date par rapport à elle. Sur ta question effectivement de risque de guerre civile, ma réponse en fait a guère changé. Même si c'est vrai hier sur Twitter, mais déjà je rappelle aux gens que vous soyez euh, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique ou ensuite Twitter, ce n'est pas la vraie vie.
d'accord? Twitter, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, c'est vrai que hier, il y a eu, j'en ai mis en avant dans le récap du jour, des messages d'appel plus ou moins cachés plus ou moins indirects, on va dire, à un appel à la violence, en expliquant que c'était une déclaration de guerre. Ça, ce sont des mots utilisés par des élus avec des influenceurs comme Tim Pool, les influenceurs MAGA, qui expliquaient que c'était la guerre. Il y a ces notions-là. Dans la réalité, je pense que, et je vis aux États-Unis, on peut toujours avoir des actes isolés, ça c'est certain. Mais ce qui s'est passé le 6 janvier et l'idée de se dire il va y avoir des centaines de milliers d'Américains qui décident de prendre les armes, même si ça a été une menace qui, à chaque étape des inculpations de Donald Trump, il faut savoir c'est quelque chose qui est toujours utilisé, que Trump d'ailleurs lui-même a utilisé comme une espèce de menace. Ah, si vous m'inculpez, il va y avoir les plus grandes manifestations jamais vues dans l'histoire des États-Unis. Ah, si vous m'arrêtez pour faire un mugshot, il va y avoir les plus grandes manifestations. Ah, si vous me condamnez, il va y avoir les plus grandes manifestations. Dans la réalité, ça ne s'est jamais passé. Dans la réalité, ça ne s'est jamais passé. C'est plutôt même le contraire, même si encore une fois, il peut y avoir des actes isolés, même si encore une fois, je pense que il va y avoir des appels à manifester devant le palais de justice de Manhattan le 11 juillet prochain. Donc évidemment, on va surveiller ça. Mais je pense plus que les Américains soient prêts à prendre les armes pour Donald Trump aujourd'hui. Au-delà de ça, le 6 janvier est passé par là. Il y a eu un énorme travail qui a été fait. Les groupes les plus violents ont été dissous. Les membres de ces groupes les plus violents sont, entre autres ces milices armées façon Proud Free Percenters, etc., ont été condamnés à de lourdes peine de prison donc voilà, donc je pense que ça ne sera pas je pense que ça sera pas le cas. Il peut y avoir encore une fois des incidents isolés, mais pas de d'action coordonnée avec des dizaines de milliers de personnes qui prendraient les armes pour Donald Trump. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Gérald, à tes Et questions. moi, et moi j'espère que tu auras tout à fait raison, parce que je rêverais de pouvoir aller fêter mes 20 ans de mariage en allant refaire une croisière dans les Caraïbes en partant de Floride et en toi. J'espère que je pourrai le faire, mais si Ouais, Trump tu est au pourras. pouvoir, je n'irai pas. C'est un peu le problème. Non, exactement. Et bon, ça se passera bien. Et donc, par anticipation, bon anniversaire de mariage. En tout cas, merci de ta fidélité. Merci beaucoup, Gérald. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alors, je vais pas me faire des amis parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend, mais je vais prendre un dernier appel parce que ça fait déjà plus d'une heure que je suis là. Vous entendez ma voix est défaillante. Vous sentez ma fatigue. On a eu hier, je sais plus combien d'heures de direct. On a fait en quelques semaines 21 récaps. On a eu des directs pour suivre des audiences, certains qui ont duré près de 8 heures. Donc voilà, j'arrive un petit peu au bout de tout ça. J'ai encore une émission à préparer pour demain. Donc je m'excuse par avance. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient revenir parler ou qui attendaient depuis un moment pour parler. Je vais prendre un dernier, je crois que c'est Guillaume. En tout cas, bon, j'espère que je vais pas me porter malheur, mais je tiens à vous remercier pour la qualité de la discussion, de savoir qu'on peut discuter de ce sujet-là de manière civilisée. C'est toujours très bien. Donc voilà, Guillaume, je crois que c'est Guillaume, en tout cas, je suis pas certain. Euh, ouais, je pense que c'est Guillaume. Ah, bah, ça ne veut pas se connecter pour le dernier. C'est peut-être un signe. Donc on va laisser encore quelques secondes quelques secondes à. Non, bah, ça ne marche pas. Désolé Guillaume. Bah, du coup, ça donne la chance à Verbal K de venir être le dernier de nos intervenants aujourd'hui.
Est-ce que là, ça marche? Allô? Il faut appuyer sur le micro maintenant. On va peut-être réussir. On va peut-être réussir. Non, non. On va redonner une chance à Guillaume qui s'est reconnecté à nouveau. Ça a bien marché jusqu'à présent et là qu'on est à notre dernier intervenant. Donc Guillaume, il faut appuyer sur le micro. Allô, allô? Ouais, Est-ce que vous m'entendez là? parfaitement. Super. Bonjour, merci en tout cas de répondre. Ma question, elle est assez ouverte. En fait, que j'ai l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi en justice. Rien n'y fera et Trump sera toujours supporté. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'ait plus le support des républicains? Et qu'est-ce qui pourrait faire aussi, comment dire, qu'est-ce qui pourrait faire que Mélania aussi fasse quelque chose et dise quelque chose, parce que j'ai l'impression que c'est la grande absente aujourd'hui et on ne sait absolument rien d'elle en ce moment. Et j'ai l'impression qu'elle est presque clé en fait dans cette histoire. Ok, bah je vais tenter de répondre à ces questions-là. Merci. Sur Mélania, elle ne dira jamais rien. J'imagine que Mélania, comme dans beaucoup de couples de ce genre, c'est-à-dire avec une personne qui a énormément d'argent et qui a une vie publique, il y a des conditions, des accords qui sont négociés entre avocats, les avocats de Melania et les avocats de Trump, qui définit ce qui est possible de dire publiquement ou pas. On a vu, elle n'est pas venue lors du procès. Hier, j'ai montré dans la chute que il y a eu des réactions de tous les enfants de Trump, même Ivanka, qui elle aussi n'est pas venue au procès, mais il n'y a rien eu au niveau de Mélania. Peut-être qu'à un moment, pour rebondir politiquement, peut-être au niveau de la convention, ils iront négocier une interview arrangée avec un média favorable façon Fox News, mais je m'attends pas à des questions qui soient gênantes. Si Mélania va intervenir devant un média, ce sera quelque chose de complètement contrôlé. Donc voilà, je pense que de toute façon, elle n'a aucun intérêt à venir parler de tout ça. Et donc, elle ne l'a pas fait, elle n'était pas présente, elle n'a pas apporté son soutien. C'est des choses qui comptent pour les membres du jury de voir ce genre de choses. Et n'oublions pas que lors des 3, 4 premières semaines du procès, il n'y avait personne avec Donald Trump. Il n'y avait pas de membre de sa famille pour le soutenir. Il n'y a même pas Eric, qui a été celui qui est venu le plus de fois. Je crois qu'il est venu la première fois pour le témoignage de Stormy Daniels. Pendant des semaines, surtout cette première semaine qui a été cruciale, parce que pour moi, le véritable témoin star de ce procès, le témoin le plus important a été David Pecker, le directeur de publication de l'hebdomadaire National Enquirer, qui a été complice de cet effort de Trump de cacher les informations compromettantes pour arriver à la Maison-Blanche. Et donc, il a été tout seul. Les gens qui étaient autour de lui, c'était en fait des employés, des avocats et des employés de sa campagne. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas échappé au jury, comme l'absence de Melania. Ensuite, sur le soutien de Trump et le fait qu'il échappe, etc., les conséquences et tout ça, je pense que c'est juste une erreur ne prenez pas mal, c'est une erreur de perception. Euh, euh, Trump a un soutien de sa base qui ne changera pas. Sa base, quand Trump dit je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue et ces gens continueront à voter pour moi, il a raison. Il a raison. Donc ce n'est pas une condamnation qui va faire changer ça. Mais c'est la base Trump du Parti républicain, ça représente entre 30 et 40% de l'électorat du Parti républicain. Et les affaires en cours, les conséquences d'affaires en cours, elles ne s'adressent pas à eux. C'est un électorat qu'on ne pourra pas changer. C'est un électorat qui est extrêmement actif, qui serait prêt à aller voter demain
faudrait aller voter demain. Mais c'est pas ça les chiffres qu'il faut regarder, parce que ça ne changera pas. Il faut regarder à la marge du Parti républicain, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas démocrates, qui ne sont pas indépendants, qui sont fiers d'être républicains pour ce que le parti a représenté pendant des décennies et qui, ne se retrouvent pas dans Donald Trump et aujourd'hui encore moins de dire on ne peut pas aller voter pour quelqu'un qui a été reconnu coupable de fraude, quelqu'un qui a été reconnu coupable d'abus sexuels requalifié en viol et quelqu'un aujourd'hui qui en pénal a été reconnu coupable des 34 chefs d'inculpation qui étaient contre lui. C'est cet électorat-là qui bouge. C'est l'électorat indépendant aussi qui bouge. Et ce sont eux qui vont faire l'élection. Il faut bien comprendre que même si la base de Trump est extrêmement active sur les réseaux sociaux, même si elle est extrêmement visible, ce n'est pas une base suffisante pour gagner une élection. Que Trump a besoin, ou alors il faut qu'il s'assure que personne aille voter pour Joe Biden et que finalement il y ait très peu de participation et que le pourcentage de sa base qui va se déplacer suffise à gagner l'élection, mais ça ne se passera pas comme ça. Dans la réalité, la base de Donald Trump n'est pas suffisante. Donc, il a besoin d'autres électeurs. Et ce sont ces électeurs-là qui sont extrêmement sensibles à ce qui vient de se passer, qui ont suivi massivement la décision d'hier. La décision d'hier, en termes politiques, a un avantage extrêmement important. C'est le même phénomène qu'on a vu lorsque il s'est retrouvé, retrouvé condamné pour fraude ou retrouvé à devoir payer 83 millions de dollars à E. Jean Carroll pour diffamation, c'est que c'est des informations qui deviennent tellement grandes qu'elles viennent toucher le public qui n'est pas intéressé par la campagne, ne s'est pas intéressé au procès, n'est pas intéressé par l'actualité, n'est pas intéressé par la politique. Et hier, on a vu justement un pic d'audience, un pic de recherche plus de 3000% de recherche sur Google sur Trump et ce procès-là et la condamnation. Et c'est ça, ce sont ces éléments-là qui font que ces électeurs qui étaient à la marge, qui peut-être auraient voté pour Trump par fidélité politique en se disant il faut voter pour un candidat du Parti républicain, ne l'ont pas fait. Et c'est exactement déjà ce qu'on a vu lors des primaires, lorsque même sans être candidate, Nikki Haley rassemblait environ 20% des voix des électeurs républicains. Ce ne sont pas des électeurs, souvent l'erreur qu'on fait, ce ne sont pas des gens qui sont allés voter pour Nikki Haley, ce sont des gens qui sont allés voter contre Donald Trump. Et si aujourd'hui Donald Trump perd 10% du Parti républicain, il ne peut pas gagner l'élection. Alors s'il en perd 20%, il est vraiment en grosse difficulté. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, Guillaume. Merci William. Merci. En partie, en fait, c'est un peu de ma faute aussi, c'est parce que ma question n'était pas forcément bien tournée. Lorsque j'entendais républicains, j'entendais plus en fait les élus républicains. Ce qui me surprend, c'est ce support des élus républicains et ce quoi qu'il en coûte en fait de ces élus. Parce que il y a une fuite, il y a une fuite en avant. Il y avait une option des élus républicains de se débarrasser de Trump pour toujours en 2020 lorsqu'il y a eu le procès pour impeachment qui est arrivé au Sénat. Ils ont pas eu ce courage politique parce que Trump, justement parce qu'il a ce poids sur cette base et ils se sont dit voilà, on va payer aux élections de 2022. Il va nous mettre entre les pattes et c'est ce qu'il a fait pour les gens qui ont osé s'opposer, les élus républicains qui ont osé s'opposer à Trump, se sont retrouvés systématiquement dans des primaires compliquées avec des candidats de Trump pour exécuter sa vengeance. Et donc, c'est par rapport à cette vengeance qu'ils ont dit, OK, on va laisser les affaires judiciaires se faire et c'est ce qui va se passer. Et là, ils n'ont pas d'autre choix. Le Parti républicain est parti à fond dans Trump. Ils ont besoin qu'il gagne parce que ils ont attaché leur avenir politique à ça. Et donc c'est pour ça que il ne va pas y avoir de réveil de conscience à la dernière minute de voir un Mike Johnson ou un Ted Cruz ou d'autres ou un Tim Scott qui va dire ah bah tiens
non, finalement, c'est une erreur. Ils sont all-in sur Trump parce que c'est leur avenir politique qui est attaché à une victoire de Trump. C'est du calcul électoraliste de base. Et ils ont oublié une règle, et je vais conclure sur ça, ils ont oublié une règle super importante et qui est la réalité, qui est à garder en tête parce que c'est la réalité du parcours de Trump depuis bien avant qu'il rentre en politique, depuis 2015, depuis même ses essais en 2000 de rentrer en politique, et qui est la réalité de son parcours en tant qu'homme d'affaires, c'est que tout ce que touche Trump meurt. Et donc, le Parti républicain est en train de mourir parce que elles ont décidé d'atteler leur attelage à Donald Trump. Voilà. J'espère que cette fois-ci, c'était un petit peu plus précis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, William. au revoir. Merci pour le temps que vous avez consacré au procès et à toutes ces affaires. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Donc voilà, donc je suis désolé pour celles et ceux qui attendent. Ça va faire 1h15 d'émission. Je vais devoir arrêter là. Encore une fois, je vous donne rendez-vous demain, hein, si la question est entre autres l'aspect politique de la condamnation de Donald Trump vous intéresse. Je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans je l'ai posté sous le tweet annonçant ce space, mais aussi il est dans ma bio, mon adresse Linktree. Venez sur YouTube, c'est complètement gratuit. Venez vous abonner à la chaîne. Et donc demain à 20h, une émission sur les conséquences politiques de tout ça avec Jean-Marc Léger, que nos amis québécois connaissent très très bien. Donc ça sera à 14h heure du Québec. Et puis, si ça vous intéresse d'aller plus loin et entre autres de discuter encore un peu plus avec moi que ce que je fais sur X, j'essaye de passer, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi une manière de soutenir mon travail que vous semblez tous avoir apprécié, qui est de venir nous rejoindre sur KissKissBangBang et du coup de participer à un chat de discussion sur Telegram où on parle élections américaines et procès de Donald Trump. Le plus simple, c'est de vous connecter via l'adresse lachute.info et donc de venir nous rejoindre si ça vous intéresse. En tout cas, merci encore. Vous avez été extrêmement nombreux ces derniers jours. Hier, on a battu notre direct alors que c'était, je pense, plus de 23 heures en France. On a eu 26 000 personnes, presque 27 000 connectés en direct entre X et YouTube pour suivre ce moment-là avec nous. On a désormais près de 15 000 abonnés à notre chaîne YouTube, hein, sans aucune publicité, sans aucun support d'un quotidien, d'un hebdomadaire ou d'une chaîne de télévision, sans aucun budget publicitaire, uniquement sur le bouche à oreille et le soutien de notre communauté. Donc merci pour tout ça. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été aussi présents. C'est pareil, 72 000 abonnés sur X, c'est complètement fou. Merci pour vos partages, pour vos retweets, pour vos likes, pour vos questions. J'ai pas le temps de répondre à tout. J'essaye de temps en temps de le faire, mais en tout cas voilà, j'apprécie ce dialogue et cette aventure collective, même si c'est compliqué aujourd'hui X, ce qui est devenu X. D'ailleurs, je vais faire un tweet ces prochains jours sur justement Elon Musk et Donald Trump. Donc, mais c'est une aventure que j'ai débutée en octobre 2009. Hein, ça me rajeunit pas. Depuis 2009, je suis sur Twitter. Et c'est quelque chose de vraiment fantastique de pouvoir continuer ce dialogue ensemble et on va le continuer au moins jusqu'au 20 janvier prochain. Pourquoi le 20 janvier? Ça sera la date de la passation de pouvoir de Biden vers Biden ou de Biden vers Trump. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous demain sur YouTube, sur la chute. À très vite. Prenez soin de vous, bonne soirée, bonne journée si vous êtes au Québec. Bye bye.